émit un son qui ressemblait à un oui de soulagement. Oui, ça va être fait vendredi, grommela-t-il. Le docteur Lépine commença son auscultation sous l'œil vigilant de Germaine, qui ne perdait pas une miette de la scène. Elle trouvait que le médecin avait un air un peu trop solennel pour quelqu'un qui allait simplement poser un stéthoscope sur un thorax de 92 ans. Il va falloir des tests plus approfondis, déclara finalement le docteur en rangeant son instrument. Des tests, s'alarma Germaine. Ça va-tu coûter cher, ça? Oui, admit le médecin. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine. Grand-papa, qui n'avait pas tout saisi, tourna la tête vers Germaine avec une expression perplexe. Qu'est-ce qu'il dit? Demanda-t-il. Il veut tes bobettes, grand-papa, cria Germaine pour être sûr d'être entendu. Monsieur Lebrun, reprit le docteur en s'approchant de la bouche du patient, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets en bouche. Germaine ne put s'empêcher de ricaner. Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous? Lança-t-elle avec un clin d'œil à Carole, qui devint rouge pivoine. Le docteur Lépine, ignorant la remarque, poursuivit son travail. Bon, bien, je n'ai pas le choix, soupira-t-il. Il va falloir que je prenne sa température rectale. Vous pouvez m'aider, madame? Avec plaisir, répondit Germaine, les yeux pétillants de malice. Elle se tourna vers grand-papa, qui semblait de plus en plus inquiet de la tournure des événements. Et, la bobette, cria-t-elle. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise. La scène qui suivit fut un mélange de tragédie médicale et de comédie de boulevard. Germaine aidait le docteur avec une énergie débordante, tandis que grand-papa essayait tant bien que mal de maintenir sa dignité. Carole, incapable de supporter la vision de l'examen, s'était réfugiée dans la cuisine, les mains sur les oreilles. « Attention, grand-papa, ne bouge pas, » ordonnait Germaine. « Non, je ne l'ai pas, là. Ça sera mieux, là. »« Bonne fête, grand-papa. » Quand le calme revint enfin, le docteur Lépine semblait plus épuisé que son patient. Il accepta un café que Germaine lui proposa avec une générosité suspecte. « Vous voulez boire un petit café, docteur? » demanda-t-elle. « Je n'ai pas ça ou un autre comme celui que vous m'avez offert, mais la bouteille est dans la cuisine, là. » Le médecin se dirigea vers la cuisine, suivi de près par Germaine. Elle s'arrêta un instant pour observer grand-papa, qui semblait avoir retrouvé un peu de couleur après l'agitation. « Tu devrais voir ça d'ici, grand-papa, s'esclaffa-t-elle. Tu as l'air d'une grosse pomme caramel. » « Oh, grand-papa, qu'est-ce que tu fais à ma chaîne? » « Voyons donc. » Elle s'approcha pour l'aider à se redresser, mais la maladresse légendaire des Lebrun frappa encore. Dans un mouvement brusque, elle fit basculer le fauteuil, envoyant grand-papa et son thermomètre dans une position plus qu'inconfortable. « Arrange-toi un peu, là. Assieds-toi, là. Ah, oui? Assis, à là. Non, non, non. » cria-t-elle alors que le vieil homme glissait inexorablement. Le docteur Lépine revint de la cuisine juste à temps pour voir la catastrophe finale. « Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça? » s'écria-t-il. « Ah, ben là, grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor. » s'exclama Germaine en éclatant de rire. « Ben là, mon ami Lebrun, oubliez ça, là. Je pense qu'il est disparu. » « Disparu? » s'alarma le docteur. « J'en achèterai pas un autre, » décréta Germaine, les mains sur les hanches. « Attendez donc, maintenant, vous l'avez disparu? » Le docteur Lépine, visiblement à bout de nerfs, ordonna que grand-papa soit emmené en urgence à l'hôpital. Il fallait explorer la cavité, comme il disait, pour retrouver l'instrument égaré. « Explorer la cavité? » répéta Germaine avec un sourire goguenard. On dirait qu'il va forer pour trouver des gaz de schiste. Au revoir, docteur Lépine. À bientôt, j'espère. Alors que l'ambulance emportait grand-papa vers de nouvelles aventures médicales, Germaine se tourna vers Carole. Grand-papa, tu t'en vas à l'hôpital, et tu reviens pas, murmura-t-elle, un mélange d'agacement et de soulagement dans la voix.
La journée était encore loin d'être terminée, mais chez les Lebrun, on savait que chaque crise était simplement une occasion de rire un peu plus fort du destin. Après tout, un thermomètre perdu était peu de choses face à l'immensité de la vie et à la complexité des factures du docteur Lépine. Chapitre 4 – Le retour du fils prodige et de ses bagages. Le départ de grand-papa vers l'hôpital avait laissé un vide étrange dans le salon, une sorte de silence inhabituel qui ne demandait qu'à être comblé par une nouvelle catastrophe. Germaine n'eut pas à attendre longtemps. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, laissant passer un Bruno plus chargé qu'un mulet en période de transhumance. Il portait des sacs, des valises et une expression de détresse qui aurait pu faire pleurer une statue de sel. « Maman, je peux pas rester chez Geneviève » annonça-t-il d'une voix étranglée par l'émotion et le poids de ses bagages. Germaine, qui était en train de ranger les tasses à café du docteur Lépine, s'arrêta net. Elle l'observa avec un mélange de pitié maternelle et d'exaspération pragmatique. « Ben là, Bruno, qu'est-ce que tu fais ici avec tout ton attirail » demanda-t-elle en désignant les valises du menton. « Tu n'es pas censé être en train de reconstruire ton nid d'amour avec l'écœurante » Elle a changé les serrures, maman, pleurnicha Bruno en laissant tomber ses sacs sur le tapis fraîchement nettoyé. Elle a dit que ma sensibilité était trop envahissante pour son appartement. « Envahissante » répéta Germaine avec un rire incrédule. « C'est vrai que quand tu commences à pleurer parce que le rôti est trop cuit, ça peut refroidir l'ambiance. Mais de là à te mettre à la porte avec tes culottes et ton lecteur de cassettes. » Elle soupira et s'approcha de son fils pour lui tapoter l'épaule, un geste qui se voulait réconfortant mais qui ressemblait davantage à une vérification de la solidité de sa charpente. « Bon, bien, dépose tes affaires dans la chambre d'amis. Elle est libre maintenant que grand-papa est allé faire des radioreportages à l'hôpital. Mais attention, Bruno, je ne veux pas que tu transformes cette maison en sanatorium pour cœur brisé. » « Merci, maman, » murmura Bruno en se dirigeant vers l'escalier, traînant ses valises comme des boulets. Germaine le regarda monter, le cœur partagé. Elle aimait son fils, c'était indéniable, mais elle savait aussi que le retour de Bruno signifiait la fin de sa tranquillité toute relative. Elle se tourna vers la cuisine où Carole finissait de laver la vaisselle. « T'as vu ça, Carole? Le fils prodigue est de retour. On va devoir racheter de la mélasse pour ses biscuits de consolation. »« Maman, laisse-le tranquille, » intervint Carole. « Il a besoin de temps pour digérer la rupture. »« Du temps ?» répliqua Germaine. « À son âge, le temps, c'est ce qui lui reste de moins en moins. S'il passe 6 mois à pleurer dans son oreiller, Geneviève aura déjà eu le temps de se marier, de divorcer et d'ouvrir une garderie. » Elle s'assit à la table et commença à éplucher une pomme avec une précision chirurgicale. Elle repensa à sa propre vie, à ses années de veuvage et à la force qu'il lui avait fallu pour ne jamais sombrer dans la mélancolie. Tu sais, Carole, les hommes de cette famille ont le cœur en papier de soie. Un petit courant d'air et hop, ils se déchirent. C'est nous, les femmes, qui devons être le carton ondulé qui tient tout ensemble. Plus tard dans la soirée, alors que Bruno s'était enfermé dans sa chambre, Carole s'approcha de sa mère. « Maman, tu penses que grand-papa va revenir bientôt de l'hôpital » Germaine haussa les épaules, le regard perdu dans le vide de la cour arrière. « Avec un thermomètre égaré dans les profondeurs de l'anatomie » Je ne sais pas, Carole. Les médecins aiment bien garder les vieux comme lui, ça leur permet de s'exercer pour leurs examens de fin d'année. Mais s'il revient, il aura sûrement une nouvelle histoire à raconter et une nouvelle raison de se plaindre de son sommeil. Elle se leva et commença à éteindre les lumières de la cuisine. La maison des Lebrun s'apprêtait à passer une autre nuit sous le signe de l'imprévu. Entre un fils au cœur brisé à l'étage et un ancêtre aux entrailles explorées à l'hôpital, Germaine savait que sa mission de protectrice du clan ne faisait que prendre une nouvelle dimension. « Bonne nuit, Carole » lança-t-elle en se dirigeant vers sa propre chambre. « Et n'oublie pas de barrer la porte. On ne sait jamais, si Geneviève change encore d'idée et décide de nous renvoyer le reste de ses meubles. » Elle ferma la porte derrière elle, un petit sourire aux lèvres. Malgré le chaos, malgré la poussière et les cœurs en miettes, elle se sentait parfaitement à sa place.
Elle était Madame Lebrun, l'indomptable, et tant qu'il y aurait un balai dans la maison et une réplique dans sa poche, rien ne pourrait la battre. Chapitre 5 – Des biscuits et des billets. Le lendemain matin, la cuisine des Lebrun ressemblait davantage à un centre de crise qu'à un lieu de petit déjeuner. Germaine, déjà d'attaque, surveillait une fournée de biscuits à la mélasse tout en feuilletant nerveusement un carnet de comptes qui ne semblait pas vouloir lui donner de bonnes nouvelles. 22, 23, 24. Murmura-t-elle en comptant sur ses doigts. Ça ne finit plus de monter, ces dépenses. Et le docteur Lépine qui va encore m'envoyer sa facture pour l'aventure du thermomètre. À croire que grand-papa a avalé un lingot d'or au lieu d'un instrument médical. La porte de la cuisine s'entr'ouvrit et Bruno apparut, les cheveux en bataille et les yeux bouffis. Il portait son pyjama en flanelle préféré, celui avec des motifs de petits oursons tristes, ce qui n'aidait en rien à améliorer son image. « Maman, j'ai faim » annonça-t-il d'une voix de sépulcre. « Prends un biscuit, Bruno » répondit Germaine sans lever les yeux de ses comptes. « C'est de la mélasse pure, ça va te coller les idées en place. Et arrête de me regarder avec cet air de coquère abandonné, ça me donne envie de te brosser les oreilles au lieu de te servir du café. » Bruno s'installa lourdement à la table et croqua dans un biscuit. Le silence s'installa, seulement rompu par le bruit des craquements de mélasse et les soupirs de Germaine. « Dis-moi, Bruno, commença-t-elle soudainement, Geneviève, elle t'a rendu ta collection de timbres au moins? Parce que si elle a gardé les timbres et qu'elle t'a jeté toi, c'est qu'elle a vraiment le sens des priorités. » Elle a tout gardé, maman, même mon grille-pain, répondit Bruno, la bouche pleine. Un grille-pain! S'exclama Germaine. Elle t'a volé ton petit déjeuner pour le restant de tes jours. Ah, la sans-cœur! C'est bien ce que je disais, cette fille est une pirate en jupon. Mais ne t'en fais pas, on va lui renvoyer la facture de l'hôpital de grand-papa. Après tout, c'est un peu à cause de son instabilité émotionnelle que tout le monde est sur les nerfs ici. Carole entra à son tour dans la pièce, vêtue de son uniforme de serveuse. Elle semblait déjà prête à affronter les clients grincheux du restaurant. « Maman, j'ai appelé l'hôpital » dit-elle en s'approchant de la cafetière. « Grand-papa va bien. Ils ont récupéré. Enfin, tu sais quoi? Il devrait sortir cet après-midi. Enfin une bonne nouvelle. » Se réjouit Germaine. On va pouvoir lui demander de payer sa part des biscuits. Mais attention, Carole, je ne veux pas qu'il recommence à faire des siennes. S'il sent qu'il ne dort pas, on lui donnera un verre de lait chaud et on lui lira les conditions générales de ton contrat d'assurance. Ça endormirait un régiment de cavalerie. Carole sourit et embrassa sa mère sur la joue. Tu es incorrigible, maman. Je suis organisée, Carole, corrigea Germaine. Organisée et un peu fauchée. Mais au moins, on a encore nos biscuits. Bruno, arrête de manger tout le plateau, tu vas finir par ressembler à un bonhomme de pain d'épices dépressif. Elle ferma son carnet de comptes d'un geste sec. La vie chez les Lebrun suivait son cours, entre factures impayées, cœurs en morceaux et instruments médicaux vagabonds. Mais tant qu'il y avait de la mélasse dans le placard et une pique bien sentie au bout de la langue de Germaine, le navire continuerait de flotter, même dans la tempête la plus absurde. Bon, allez, au travail! S'écria-t-elle. Bruno, va t'habiller, tu ressembles à un accident de buanderie. On a une maison à faire tourner et un ancêtre à rapatrier. La vie n'attend pas les pleurnichards, même s'ils ont des pyjamas à oursons. Chapitre 6 – Le retour de l'explorateur. Le retour de grand-papa fut loin d'être discret. Il arriva dans un taxi payé aux frais de la princesse, c'est-à-dire de Germaine, escorté par une infirmière qui semblait avoir vieilli de 10 ans durant le court trajet. Dès qu'il franchit le seuil, le vieil homme retrouva son fauteuil comme s'il ne l'avait jamais quitté, mais avec un air de supériorité nouvelle, celui de l'homme qui a vu l'intérieur du système de santé de très, très près. Alors, grand-papa, lança Germaine en entrant dans le salon avec un seau et une vadrouille. Comment c'était, l'exploration des fonds marins? Ils ont trouvé du pétrole ou juste du plastique? Le vieil homme ne répondit pas tout de suite.
Il ajusta son coussin avec une lenteur calculée, savourant l'attention générale. Ils m'ont traité comme un roi, finit-il par dire d'une voix chevrotante mais assurée. Ils m'ont donné de la gélatine rouge pour le dessert. C'était délicieux. De la gélatine? S'esclaffa Germaine. Pour le prix que ça nous a coûté, j'aurais espéré du homard et un orchestre de chambre. Mais bon, si tu es content de ton dessert gluant, c'est l'essentiel. Maintenant, j'espère que tu as fini de jouer avec les thermomètres. La prochaine fois, je te scotche un cadran solaire sur le front, ça sera moins risqué pour tout le monde. Bruno, qui observait la scène depuis l'embrasure de la porte, s'approcha timidement. « Content que tu sois revenu, grand-papa, murmura-t-il. « Tiens, le pleurnicheur est là, lui aussi, remarqua grand-papa en plissant les yeux. « Qu'est-ce qu'il fait ici? Il s'est encore fait mettre dehors par une femme? Et, un peu de respect pour les sinistrés. » Intervint Germaine. Bruno est en convalescence sentimentale. On a déjà assez d'un explorateur de cavité, on n'a pas besoin d'un critique de salon. Elle commença à laver le plancher autour du fauteuil de grand-papa avec une vigueur renouvelée. Elle aimait ce retour à la normale, même si la normale signifiait des insultes déguisées et des odeurs d'hôpital flottant dans l'air. « Dis-moi,